Personne n'est à l'abri d'un désastre, mais tout le monde a la capacité de s'adapter. Steve Lambert, acupuncteur, auteur et libre penseur. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les recettes du possible animé par Johanna du blog Learneuse. Dans cet épisode, vous allez faire la connaissance de Jérôme O'Haraud, expert en soft skills. C'est aussi un des formateurs de la formation que je suis actuellement pour devenir coach en apprentissage, la formation Passion d'apprendre. Ce que j'apprécie chez Jérôme, c'est cette façon qu'il a de nous pousser à l'action et de progresser même dans la difficulté. Avec Jérôme, vous allez comprendre ce que sont véritablement les soft skills, pourquoi il est indispensable et vital de les développer au XXIe siècle, comment valoriser vos soft skills en entreprise, comment aider aussi vos enfants à déployer ces compétences pour qu'ils puissent trouver leur voie, et puis enfin, comment mettre les soft skills au service de vos apprentissages et notamment au service de votre concentration. Eh bien écoute Jérôme, merci d'avoir accepté cette interview pour les recettes du possible de Learneuse. Merci à toi Johanna de m'avoir invité. Oui. Écoute, pour moi c'était hyper important de pouvoir te faire intervenir dans ce podcast parce que, juste pour que les auditeurs puissent situer, tu es entre autres le cofondateur de Passion d'apprendre. Je te laisserai te présenter plus en détail tout à l'heure, mais il se trouve que je suis cette formation que tu animes avec Nicolas Lisiac depuis le mois de janvier 2020 pour devenir neuroformatrice et coach en apprentissage. Et en fait, de toutes les formations que j'ai suivies, c'est une des formations avec lesquelles j'apprends tous les jours, avec lesquelles j'ai beaucoup avancé sur mon projet. Et je suis en action tous les jours. Cette interview en est la preuve aujourd'hui. Il y a 9 mois, j'aurais jamais pensé pouvoir réaliser une interview et je suis là. Et cette façon que vous avez de nous pousser à agir, je trouvais que c'était intéressant de la partager avec les auditeurs de Learneuse, qui sont des personnes qui sont en cours de reconversion, qui essaient d'évoluer professionnellement en passant des concours, ou alors des étudiants qui essaient de trouver leur voie et qui ont parfois des difficultés à rester concentrés dans leurs études. Donc voilà, j'avais envie que tu partages ton énergie, tous tes conseils, notamment sur les soft skills, pour leur donner un petit coup de pouce dans leur projet. Mais je vais déjà te laisser te présenter, pour que les auditeurs fassent ta connaissance. Donc Jérôme, quelle est ton expertise et puis ce que je trouve qui est intéressant, c'est quel est le parcours qui t'a emmené jusque-là aujourd'hui en fait. Merci beaucoup Johanna pour m'avoir invité sur ton plateau. Donc, et merci pour cette introduction, me remettre un peu de contexte, ça m'a beaucoup touché. Donc peut-être que tu partages que la formation quand tu apprends à apprendre t'aide à avancer dans tes projets. Donc comme tu disais, j'ai tout un pan d'activités qui touchent à l'apprentissage. Donc avec Nicolas Lisiac, dans lequel nous formons à la lecture rapide, au mind mapping, aux techniques d'apprentissage efficaces comme la mémorisation, donc avec des programmes de formation, donc notamment sur passiondapprendre.com, dans lequel on a aussi maintenant un magazine et aussi tout l'aspect plus sportif de cette discipline, de ces disciplines-là, parce que c'est vrai qu'il y a il y a des sports du cerveau que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, il y a environ 3 ans maintenant. Et du coup, ça nous a amené à organiser, ça va faire maintenant 4 ans qu'on organise le championnat de France de lecture rapide de mind mapping, pour lesquels je suis également maintenant compétiteur, alors pas pour le championnat, parce que je peux pas être organisateur et compétiteur pour le championnat de France. En revanche, je participe au championnat du monde et du Royaume-Uni, les championnats pour lesquels j'ai pu obtenir donc la médaille d'or en mind mapping, championnat du monde de 2018 et championnat du Royaume-Uni en 2019. Et donc ça, c'est pour tout ce qui touche à la partie apprentissage efficace que tu connais bien. Sinon, il y a toute l'autre activité à côté qui sont sur les soft skills, pour lequel j'ai plusieurs axes. Donc il y a tout un axe formation coaching que je développe sur mon site personnel, donc jérôme-waro.com, pour lequel j'accompagne des managers et des collaborateurs à développer ces compétences dont on parlera un petit peu plus juste après. Et tout un axe aussi intervenant conférencier en entreprise,
c'est une grosse partie de mon activité, et notamment du fait que j'ai pu coécrire plusieurs ouvrages sur le sujet, donc notamment Soft Skills, qui est le dernier, celui-là, Soft Skills, aux éditions Juno, voilà, qui est sorti en 2018 et qui m'amène à faire des interventions en conférence, en entreprise. Sauf en ce moment avec le confinement, du coup j'ai pas mal d'interventions qui ont été repoussées. Mais voilà, donc j'ai on va dire une partie de mon activité qui se fait en ligne avec la formation à distance et le coaching, et tout un aspect plus présentiel avec la conférence ou l'organisation d'événements. Écoute, merci pour cette présentation détaillée. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est effectivement l'aspect soft skills. C'est le plus de votre formation. Parce que finalement, apprendre la technique, bon, je trouve que c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de développer un savoir-être. Et en fait, je voulais que si tu le veux bien, tu reviennes un peu sur ton parcours, parce que tu le dis dans certaines conférences, tu es un champion d'échecs. Et et voilà, est-ce que tu as toujours été le Jérôme que tu es aujourd'hui? Et en fait, voilà, qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'au soft skills justement aujourd'hui? Ah oui, quand tu dis champion d'échecs, en fait, c'est pas le jeu d'échecs, hein, c'est les échecs que j'ai pu accumuler. Et c'est vrai que non, c'est vrai que là, j'ai parlé de là où j'en suis aujourd'hui, mais il y a tout un cheminement qui m'a amené à ça. À l'origine, moi, je viens de l'île de la Réunion, la plus petite commune de l'île de la Réunion. Et c'est vrai que les perspectives n'étaient pas non plus énormes, en fait, quand on vient de là-bas. J'ai eu la chance d'avoir été refusé donc dans un des axes des études que j'avais choisi. Donc ça a commencé par là, en fait. J'avais fait une demande pour... Et mon père qui m'a dit ne surtout pas à l'université à La Réunion, ça n'a jamais fonctionné, surtout que je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit prends la voie qui va t'ouvrir le plus d'opportunités. Moi, ce que j'ai entendu, c'était à La Réunion, ce qui marchait le mieux, c'était les prépas. C'était là où on se sentait mieux, comme il n'y avait pas d'école privée, etc. J'ai dit allez, j'ai tenté toutes les prépas qui existent, même si j'étais nul en maths, etc. Donc j'ai tenté prépa. Il y avait 4 types de prépa, j'ai testé les 4 et j'étais pris sur la prépa économique. J'avais fait d'économie. J'ai dit, ok, on y va. Je sais pas ce que c'est. Et en fait, finalement, ça m'a amené à faire ces études-là, qui m'ont amené ensuite à aller continuer mes études en France métropolitaine, qui m'ont amené à ensuite étudier au Japon, ensuite au Canada. Et en fait, ça fait comme ça. Donc, du coup, je me suis beaucoup construit finalement par le voyage. C'est-à-dire que je viens de La Réunion et vraiment de manière très, très insulaire finalement. Et le fait d'avoir vécu dans ce lieu très confiné quelque part, eh bien, ça m'a développé chez moi une curiosité, une soif de découverte, d'espace, de nouvelles cultures, une grande curiosité qui m'a amené à vivre dans d'autres pays. Et aujourd'hui, je vis par exemple au Royaume-Uni pour l'instant, à Londres, ça fait 6 ans maintenant. Et c'est vrai que ça contribue beaucoup à mon développement. Finalement, je me suis rendu compte que souvent, mon parcours a été parsemé d'échecs qui m'ont fait du coup soit amener à persévérer malgré tout, comme par exemple le fait d'avoir échoué plus de 2 fois à la ceinture noire karaté par exemple, et je voulais pas lâcher, donc ça m'a permis de développer cette compétence résilience et persévérance. Pareil pour le permis d'ailleurs. Par contre, pour certaines fois, ça m'a appris à m'adapter, à pivoter, à choisir une autre voie. Après, donc la nuance, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut persévérer et quand est-ce qu'il faut changer en fait. Changer. D'accord. Et ça fait partie des soft skills. Et justement, en fait, qu'est-ce qu'on entend par soft skills finalement? Est-ce que c'est un savoir-être? Est-ce que c'est la compétence émotionnelle? Enfin voilà, qu'est-ce que tu entends par soft skills? Déjà, dans soft skills, déjà ce que je n'entends pas, parce que c'est beaucoup ce sont les compétences douces, encore pire, les compétences molles. Si on traduit littéralement, ça pourrait donner ça, mais pour moi, c'est pas du tout ça. Comme par exemple la résilience, la persévérance, la motivation. Pour moi, c'est pas mou, c'est pas forcément doux. Donc, je préfère
catégoriser ces compétences-là. Si on doit absolument les traduire en français, je préfère les traduire en compétences comportementales. Pourquoi? Parce que pour moi, le savoir-être, par exemple, est trop contextuel. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-être qui va être adapté dans un contexte, par exemple, corporate, ou un contexte de voyage, un contexte sportif. Il y a plusieurs savoir-être, en fait, qui sont à chaque fois associés à une culture. Donc, la culture de l'entreprise, la culture du pays, la culture de la personne, la culture familiale. Donc, pour moi, le savoir-être est plus un code de comportement lié à une culture et à une situation. En revanche, ce sont les compétences comportementales qui vont m'aider à m'adapter à ces différentes cultures. Donc, par exemple, pour ma part, eh bien, je suis donc, je de l'île de la Réunion, mais j'ai su m'adapter. Je n'ai pas le comportement que j'aurais, par exemple, à la Réunion, comme quand je suis en conférence, en entreprise devant des dirigeants, ou quand je suis au Royaume-Uni. Je m'adapte, en fait. Mais ça, ce sont des compétences comportementales qui m'aident. Alors, c'est quoi une compétence comportementale? C'est une compétence qui déjà est humaine, c'est-à-dire qui est accessible à toutes et à tous. C'est pas une élite qui aurait eu la chance d'avoir dans leur ADN la compétence et que les autres n'auraient pas. En fait, tout le monde a ces compétences-là. Voilà, c'est vraiment universel. Et c'est comme par exemple, souvent je pose cette question-là en conférence, c'est qui pense que l'on a tous les muscles de Arnold Schwarzenegger quand il était Mister Universe. Tout le monde, dans l'absolu, tout le monde a les mêmes muscles, en fait. Mais on ne les a pas développés de la même manière. Et bien, pour moi, les soft skills, c'est la même chose. C'est qu'on a toutes ces compétences-là en nous parce qu'elles sont humaines et que c'est accessible à tous. Et à tous, sauf que notre environnement, notre histoire, notre parcours a fait qu'on ne les a pas développés de la même manière et avec la même touche, en fait. Donc, il y a déjà ce premier ingrédient dans les soft skills qui est le fait que c'est une compétence humaine et aussi par opposition à tout ce qui est compétences techniques qu'on pourrait déléguer à une intelligence artificielle, par exemple. Oui. Donc, les compétences humaines ne sont pas encore délégables à des intelligences artificielles. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Ensuite, il y a le côté transversal. Donc, tout à l'heure, j'ai pris plusieurs exemples. L'adaptabilité, la résilience, la motivation. Ce sont des exemples de soft skills. Ces compétences-là sont utiles dans plein de situations différentes. Donc, par exemple, les compétences de résilience et de persévérance que j'ai pu développer grâce à mes échecs en karaté, eh bien, ce sont des compétences qui me sont utiles aujourd'hui en entrepreneuriat et qui sont peut-être aussi utiles, par exemple, dans ma vie de couple, parfois. Donc, oui, c'est des compétences que l'on peut transposer dans plein de situations différentes et c'est une des caractéristiques également des soft skills. D'accord. Et enfin, le dernier point sur lequel, et j'aurais terminé par ça, parce que pour moi, c'est le point le plus important, c'est que ce sont des compétences. C'est-à-dire, c'est des choses que l'on peut développer, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme la créativité, par exemple, c'est pas un talent inné, absolu. On est avec la créativité ou on est sans la créativité. C'est pas comme ça. C'est des compétences que l'on peut développer. Et qui dit développement de compétences, dit entraînement, dit montée en compétences, dit pratique régulière. Et du coup, une facette de mon métier, c'est de créer des programmes d'entraînement qui permettent de développer dans la durée ces compétences-là pour qu'elles soient solides et activables dans n'importe quelle situation. Bien sûr. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que ce soit des compétences qui ne sont pas délégables à des machines. Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer aux auditeurs pourquoi aujourd'hui pourquoi dans ce monde qui est complètement, qui bouge sans arrêt, il est important de développer ces compétences. Et selon toi, la deuxième question, quels seraient les soft skills prioritaires à développer aujourd'hui pour arriver à survivre dans ce monde? Enfin, tu le dis d'ailleurs dans ton livre, qui est incertain, qui est complexe. Pourquoi c'est important et quelles compétences prioritaires on pourrait développer aujourd'hui? Dans le livre, on parle du monde VUCA, c'est-à-dire donc un monde qui est volatile, c'est-à-dire que du jour au lendemain, paf, il y a un truc qui peut se passer, comme par exemple coronavirus, paf, en quelques jours, tout le monde est bloqué. Ça va super vite. C'est ça. On voit les entreprises qui, du jour au lendemain, disparaissent, au contraire, des entreprises qui, du jour au lendemain, deviennent énormes.
Donc, il y a cette volatilité, en fait, où tout peut aller très vite et qui rend du coup le monde incertain. On peut de moins en moins facilement l'anticiper. Et tout cela est dû à une grande complexité parce qu'avec la digitalisation, avec l'avènement d'Internet, avec la multiplication du nombre d'humains sur Terre également, eh bien, il y a toute une complexité qui s'est mise en place qui fait que c'est de plus en plus imprévisible, en fait. Et du coup, si tout ça, si on ajoute tous ces ingrédients, la volatilité, l'incertitude, la complexité, fait que ce monde est aussi incertain, ambigu, difficile à comprendre, difficile à expliquer également. Donc, tous ces ingrédients font que le monde est de plus en plus difficile à appréhender et qu'on doit être armé pour ça. On doit avoir les ressources pour faire face à tout ça. Parce que avant, par exemple, s'il y avait 150 ans, il y avait beaucoup moins d'humains, beaucoup moins de complexité, eh bien, on va dire notre capacité à nous adapter était moins nécessaire, étant donné que c'était prévisible. On savait que si tu étais né d'une famille de forgerons, tu étais dans la destinée des forgerons, donc il n'y a pas forcément d'adaptabilité à avoir. C'était un peu le paradigme dans lequel on vivait il y a 200 ans, par exemple. Aujourd'hui, on peut avoir, il est même recommandé, je pense en tout cas, d'avoir plusieurs vies en une seule, d'avoir plusieurs vies professionnelles en une seule, de vivre le plus d'expériences possible. On a ce luxe et cette chance énorme, inouïe aujourd'hui, de pouvoir vivre plusieurs vies en une seule. C'est une opportunité. C'est rempli d'opportunités à partir du moment où on a l'envie et développer les compétences pour cela. Donc, pour pouvoir justement s'adapter, pour pouvoir saisir ces opportunités et pouvoir faire face aussi à des imprévus, parce que là, on vit un imprévu en ce moment. On tourne dans cette vidéo pendant cette période de confinement liée au coronavirus. C'était un imprévu qui a fait qu'on doit tous s'adapter. Eh bien, on a besoin de ces ressources-là, en fait, pour nous adapter, que ce soit choisi, c'est-à-dire je choisis un défi, je choisis une opportunité, ou que ce soit subi, un imprévu qui me tombe dessus, je dois m'adapter pour rebondir. Eh bien, on a besoin des soft skills. Alors, par rapport à ta deuxième question, lesquelles? Eh bien, je dirais, il y a quand même des soft skills qui reviennent régulièrement. C'est souvent lié à une situation. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est ça à tout prix, toutes les soft skills pour n'importe quelle situation. En revanche, il y a quand même un socle de base qui est quand même assez récurrent. Il y a par exemple la capacité à s'adapter, donc qui est elle-même composée de plusieurs soft skills. Pour moi, la capacité à s'adapter, il y a la capacité à apprendre. Donc, tu en parles régulièrement justement sur ton blog. Il y a la capacité à gérer ses émotions. Par exemple, je peux moins facilement m'adapter si je subis du stress et que je n'arrive pas à aller au-delà, à passer en mode rationnel pour prendre les meilleures décisions pour moi. Il y a la capacité à prendre des décisions, parce que l'adaptabilité, ça part d'une décision, en fait. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que je change? Etc. Ensuite, il y a la capacité à mettre en action. Quand j'ai pris la décision, comment je passe à l'action? Comment j'exécute la décision qui a été prise? Il y a aussi une forme d'humilité également, parce que pour pouvoir s'adapter, c'est important aussi de se connaître soi-même, de connaître notre potentiel, les ressources que l'on a en nous, mais également nos limites, pour pas nous mettre en danger et rester écologique dans nos décisions. Parce que si, par exemple, je me dis, je fais face à un changement, à un imprévu, et je décide du jour au lendemain à partir dans un pays dont je parle pas la langue, sans avoir fait de recherche au préalable, etc., c'est peut-être pas forcément une décision écologique pour moi ou pour ma famille, en fait. Donc, il y a aussi cet élément-là aussi d'humilité qui rentre en jeu selon moi. Et ça, c'est rien que pour la soft skill adaptabilité. Après, il y a aussi la créativité. Parce que la créativité, c'est ce qui permet de trouver de nouvelles solutions. C'est la capacité à se réinventer, à générer des nouveautés. Donc, par exemple, le confinement nous amène à être plus créatifs. Sinon, on tombe dans de la routine, on fait toujours la même chose, ça nous lasse. Alors que la créativité va nous permettre de donner du peps, de la nouveauté dans notre quotidien. Donc, je dirais, il y a quand même ça aussi qui est important. Et enfin, je dirais une troisième famille soft skills qui sera importante également, ce serait la capacité à bien communiquer.
Parce que quelles que soient les situations, soit une situation de crise, une situation d'opportunité, une situation de changement, à chaque fois, on doit communiquer. On doit communiquer avec les autres. Et cette communication passe par une panoplie de soft skills. Ça passe par l'écoute, ça passe par l'attitude, ça passe par la pédagogie, ça passe par la capacité à structurer ses pensées, à structurer son discours. Par exemple, le mind mapping. C'est que tu as préparé une mind map pour préparer cette interview. C'est un entraînement du cerveau pour pouvoir travailler l'anticipation, la préparation et la capacité à structurer. Voilà, je t'ai dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ah oui, très très clair. Et le programme est vaste. On a du boulot. Et justement, dans le livre Soft Skills et le réflexe Soft Skills, tu parles beaucoup du monde du travail. Et justement, je me demandais comment une personne, je te donne juste un exemple, une mère de famille qui a arrêté de travailler pendant 6 ans, comment elle peut conscientiser ses soft skills parce que, voilà, pendant 6 ans, elle n'a pas rien fait, elle s'occupait de ses enfants. Puis un jour, elle se retrouve sur le monde du travail, elle se dit « mais je ne sais rien faire ». Et j'ai un deuxième exemple aussi comme ça, où j'ai par exemple des personnes là-dedans que j'accompagne qui veulent se reconvertir et qui disent « mais je recommence tout à zéro ». Et en fait, moi, je leur dis « mais non, vous ne recommencez pas à zéro, vous avez capitalisé une expérience ». Alors bien sûr, des compétences techniques qui n'ont peut-être rien à voir avec le domaine que vous investissez, mais peut-être que vous avez d'autres compétences, et je pense aux soft skills, qui peuvent être utiles. Et je voulais la question c'est comment on peut arriver à conscientiser ça pour reprendre confiance. Et puis, il y a une deuxième question aussi, une deuxième question que je me pose aussi, est-ce que les entreprises, elles sont sensibles aux soft skills? Parce que justement, quand une mère de famille arrive, elle dit « moi, je vais développer des compétences d'organisation, etc. » Est-ce que les entreprises sont sensibles à ça? Voilà. Il y a 2 questions, voilà. Ok. Alors, par rapport à la première question, quand on veut changer de parcours, c'est un peu ça quelque part. C'est ok, j'étais dans une voie, je changeais de voie, que ce soit une reconversion ou le fait d'avoir eu un travail plusieurs temps pleins en un avec des enfants, parce que pour moi c'est ça en fait. Quand tu as des enfants, c'est plusieurs travaux à temps plein en fait. Eh bien, oui, je dirais que la première chose à faire, c'est de capitaliser sur l'expérience. Donc, un exercice tout simple que je recommande pour ça, c'est de prendre une feuille et d'en faire un tableau à 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, vous allez mettre tous les défis ou les difficultés que vous avez dû surmonter. Donc, par exemple, en 6 ans, quand vous avez eu des enfants, quels sont les défis que vous avez surmontés? Par exemple, le manque de sommeil, ça peut être la patience, la pédagogie, les travaux à la maison, ça peut être plein de choses. Vous listez toutes ces expériences-là sans juger. C'est-à-dire sans se dire c'est pas une expérience professionnelle, etc. C'est pas l'important, c'est un défi. Et comment on sait si ça a été un défi ou une difficulté? C'est purement du ressenti. C'est ce que vous ressentez, que ça a été difficile pour vous et que c'est grâce à cette expérience, eh bien, vous avez pu progresser. Parce qu'en fait, c'est clairement, c'est pas quand tout va bien qu'on progresse ou que tout va bien devant sa télé que je développe des compétences. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quand justement vous faites face à une difficulté et que vous devez vous dépasser que vous développez des compétences. Donc, première colonne de gauche, listez toutes ces expériences-là. La colonne de droite, eh bien, vous mettez les compétences, les soft skills associées à ces expériences-là. Donc, quelles sont les compétences en vous qui vous ont aidé à dépasser cette difficulté ou à relever ce défi? Donc, par exemple, si c'est par exemple aider les enfants à apprendre leurs leçons, il y aura de la pédagogie, il y aura de la patience, il y aura de l'organisation. Donc, tout ça, ce sont des compétences en fait. Oui. Donc, je dirais, colonne de gauche, expérience, colonne de droite, compétences. Une fois que vous avez la liste de toutes les compétences, et là, vous faites une sorte de top 5 ou top 10. Donc, il y a sûrement des compétences qui vont revenir. Oui. Et de faire votre top 10 des compétences que vous avez développées pendant ces années-là d'expérience. Et comme ça, en entretien, vous dites, voilà, les 10 compétences que j'ai développées grâce à cette expérience. Et je vous expliquer pourquoi. Parce que le piège avec les soft skills, c'est de faire une sorte de liste de courses. Comme par exemple, quand on pose la question,
cette question que je ne supporte pas, c'est quels sont vos 3 pires défauts et vos trois qualités. C'est la question la plus bateau selon moi qu'on peut poser en entretien recrutement. Et du coup, question bateau, réponse bateau. Alors moi, le pire défaut que j'ai, c'est je suis trop perfectionniste. Et je suis sûr que si on fait des études statistiques sur les réponses qu'on a, je suis sûr que la majorité des Français sont tous perfectionnistes. Oui. Et du coup, voilà, si on fait une liste de courses comme ça veut rien dire. Par contre, si vous dites, OK, moi, j'ai développé la capacité d'organiser. Pourquoi? Parce que, voilà, premier exemple, quand j'ai eu des enfants, j'ai dû créer un programme, un planning, on a dû s'organiser, tac, tac, tac. Donc, ça, c'est un système d'organisation que j'ai mis en place à la maison, que je peux mettre en place aussi dans l'entreprise. Ensuite, deuxième exemple. Et du coup, vous illustrez la compétence développée par des exemples concrets et vous faites comprendre en quoi vous pouvez transposer ça dans l'entreprise. Oui. Donc, par exemple, quand j'ai passé la ceinture noire, c'est pas du tout un exemple d'entreprise. Par contre, je peux dire, OK, j'ai échoué, j'ai réussi à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai première étape, j'ai fait le bilan de ce qui n'a pas fonctionné. Deuxième étape, j'ai mis en place les systèmes pour corriger tout cela. Troisième étape, j'ai mis en place les éléments pour faire de la performance. Ces 3 étapes-là, étapes de processus qualité que je peux mettre en place dans votre entreprise, par exemple. Donc voilà, moi, ce que je dirais pour cela, c'est première étape, faire l'inventaire des compétences que vous avez développées en les reliant par des expériences concrètes. Deuxième étape, s'entraîner à les exprimer, à les verbaliser, à les expliquer pour montrer en quoi c'est transposable dans l'entreprise. D'accord. Et du coup, par rapport à la deuxième question, oui, l'entreprise entend ça, forcément elle est intéressée. Parce que on le voit aujourd'hui, avec ce monde VUCA, l'entreprise doit faire face à des changements et recherche des personnes qui ont les ressources en elles pour s'adapter. Et les entreprises vont être de plus en plus attentives à des personnes qui ont ces qualités-là, à des personnes qui ont la capacité à s'adapter, des personnes qui ont la capacité à bien communiquer, parce que c'est des compétences qui sont utiles dans n'importe quelle situation, dans situation de télétravail forcé ou en situation normale. Peu importe. Donc, du coup, oui, clairement, les entreprises sont intéressées par ça et on le voit de plus en plus parce que il suffit de regarder les magazines, les médias liés au management et tout ça. Les soft skills, c'est un sujet montant. Oui, donc apprendre déjà à bien se connaître, à bien pour conscientiser et puis aussi arriver à illustrer et à savoir l'expliquer à l'entreprise et ça c'est comme ça qu'on valorise en fait ces soft skills auprès de l'entreprise. Ok, ça me paraît hyper clair. Et du coup, j'en viens parce que c'est quand même, c'est le sujet phare de Learneuse, apprendre à apprendre, accompagner les personnes à développer leur capacité à être autodidacte. Donc, je voulais faire une petite aparté sur les soft skills et l'apprentissage. Et tout à l'heure, on parlait justement des parents avec les enfants. En ce moment, pendant le confinement, on accompagne aux devoirs, etc. Et je voulais savoir comment un parent pourrait aider son enfant et son ado à développer les soft skills. Et je pense notamment à un gros stress pour les ados et les parents, c'est comment les parents, à travers les soft skills, peuvent aider leurs enfants à trouver leur voie. Alors, par rapport à la première question sur les soft skills, je dirais c'est déjà d'aider son enfant ou son ado à prendre conscience de toutes les ressources qu'il a et de vraiment développer ce qu'on a appelé dans notre premier livre, le réflexe soft skills. Alors, c'est quoi le réflexe soft skills? C'est je fais face à une difficulté où je dois relever un défi, et bien tout de suite, c'est OK, grâce à ça, c'est qu'est-ce que je développe comme compétence. Donc finalement, c'est de développer une sorte de gratitude face à la difficulté, face à l'imprévu, en me disant OK, super, je transforme la difficulté en défi et grâce à ça, je vais développer des soft skills. Exemple concret, je dois préparer un examen. Je dois préparer un examen, c'était pas prévu, je suis en stress, etc. Pour enlever le stress, réflexe soft skills. C'est quoi? C'est OK, j'ai un examen,
Donc déjà, merci pour le défi. J'accepte le défi. Challenge accepté. Remercie. Première étape. Voilà. Pourquoi je remercie le défi? Parce que grâce à ça, je vais devoir travailler mon efficacité, mon efficience. Parce que efficacité, c'est je définis mon objectif de manière très claire et je vais mettre les choses en place pour y arriver. Efficience. Pourquoi efficience? Parce que je dois optimiser mon temps. Je dois, OK, j'ai peu de temps, du coup, comment je peux optimiser ça? Et du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que déjà, de 1, transformer la difficulté ou l'imprévu en défi. Oui. 2, une fois que j'ai fait ça, c'est de prendre conscience des compétences que je vais développer grâce à ça. Ensuite, 3, c'est de relever le défi et à la fin, faire le bilan en disant, OK, alors j'ai passé l'examen, mais pas le bilan sur le résultat en fait. Il me dit, ah ben mince, j'ai eu que telle note, etc. C'est faire le bilan sur le processus en disant, OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ma stratégie? Alors, est-ce que j'ai réussi à bien m'organiser? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Et de commencer dans la démarche d'autodidacte, finalement, à se poser des questions sur qu'est-ce qui fonctionne bien chez moi. Et vraiment de cette question-là de qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi? Parce que je suis unique, je suis différent des autres. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Peut-être que vous avez testé des trucs et ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, qu'est-ce que je peux tester la fois prochaine pour tester quelque chose de nouveau? Parce que comme le disait Einstein, le syndrome de la folie, c'est de faire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Donc, s'il y a des choses qui ne marchent pas, déjà arrêter et tester quelque chose de nouveau. Et je dirais que finalement, le rôle du parent dans ce cas-là, parce que c'est une démarche quand même consciente qui demande une certaine prise de recul, et c'est pas forcément évident de le faire seul. Donc, quelque part, le rôle du parent pourrait être une sorte de rôle de coach, quelque part, de coach mental, parce que c'est ça que font les préparateurs physiques, les coachs olympiques, etc. C'est de dire, OK, c'est va être difficile, OK, mais voilà, prends du recul là. Ça, enlève l'émotion, vois ça comme un objectif. Tu vas relever ça comme défi. OK, qu'est-ce que tu vas développer comme capacité grâce à ça? Et du coup, de pas être là en mode de donner les réponses à l'enfant et de l'aider à réfléchir. C'est ça la dimension de coach. C'est quelles sont les compétences que tu vas développer grâce à ça. Et du coup, de l'aider à prendre conscience de ça. Ensuite, OK, du coup, tu vas développer ça maintenant pour pouvoir mettre tout ça en pratique. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ta stratégie? Et du coup, de le responsabiliser. En disant, OK, alors moi, ma stratégie, tiens, j'ai testé ça, j'ai testé ça. Et après, peut-être qu'on peut guider aussi, pas que être en mode coach, mais peut-être un peu en mode mentor. Dire, OK, mais t'es sûr que finalement, te lever à telle heure, c'est une bonne idée? Est-ce que tu préfères pas travailler à telle heure? Et du coup, l'aider à prendre les meilleures décisions quelque part avec cette posture de mentor. Une fois que la stratégie mise en place, c'est peut-être de devenir une sorte de référent pour l'enfant ou l'ado. Et de dire, OK, alors tu t'étais engagé à faire ça, est-ce que tu as pu le faire? Et du coup, de l'engager et le responsabiliser dans le process. Et à la fin, faire le bilan. Dire, OK, alors voilà, c'est terminé. Maintenant, faisons le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu vas tester la prochaine fois? Et pour moi, c'est une pratique qui va permettre non seulement à l'enfant de prendre conscience de ses compétences, mais en plus de pas juste en prendre conscience, de vraiment mettre en pratique. Et tout cela, dans le process, le responsabiliser aussi. Donc vraiment, ce que je recommande à mettre en place pour les parents, mais pas que finalement, parce que ça peut être aussi pour les managers qui veulent accompagner un collaborateur, etc. Bien sûr, bien sûr. Oui, du coup, en fait, voilà, tout est une bonne occasion d'apprendre et de progresser. Et puis, le plus important, c'est effectivement, on revient toujours au même, la connaissance de soi. Finalement, c'est une des clés pour finalement arriver, quelle que soit l'orientation que l'enfant va prendre, il arrivera à se débrouiller avec ça, en fait. D'autant plus que la plupart des métiers de demain n'existent pas encore avec tous ces changements, en fait. Donc, du coup, moi, ce que je recommanderais par rapport à cette deuxième question que tu as posée sur l'orientation, c'est pas évident, mais du coup, quand même, d'oser lâcher prise aussi sur le fait que l'enfant ne sache pas vraiment quoi faire, parce qu'on voit même, il y a plein d'adultes qui sont paumés, en fait. C'est normal et c'est OK. Je dirais, le plus important, c'est de choisir une première direction qui soit suffisamment claire en disant, OK, alors, je suis pas sûr à 100%, mais j'ai envie de tester ça. J'ai envie de tester cette voie-là.
mais de Ouais. vraiment faire en sorte que c'est une voie qui ouvre des options, de pas Ouais. s'enfermer dans un chemin où on n'a pas d'options en fait. Donc par exemple, moi, ça a D'accord. été ma stratégie d'orientation. Je me suis dit, ok, je vais là-dedans, mais je sais que ça m'ouvre des options. Par Mhm. exemple, j'ai fait des études d'école de commerce spécialisées en développement durable. Il y a Oui. quand même pas mal d'options. Aujourd'hui, je travaille dans, entre guillemets, le développement humain, mais Mhm. grâce aux compétences et au réseau que j'ai pu me faire, je sais que je peux pivoter, entre guillemets, assez facilement. Alors que Oui. si je m'étais hyper spécialisé, par exemple, dans, je sais pas moi, l'algorithme pour pouvoir faire plus rapidement des calculs sur l'opération comptable de tel compte, ce Ouais. serait plus complexe de Difficile changer de en fait. pivoter. Mm. Sauf si c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, je dirais que si l'enfant sait exactement ce qu'il veut faire et que c'est une passion, eh bien, l'encourager. Parce que de toute Oui. Ouais. façon, même si c'est a priori, une voie qui peut sembler pas forcément sexy, entre guillemets, en me disant, bah, tiens, ouais, mon enfant veut être menuisier. Génial! Mhm. C'est-à-dire qu'il peut peut-être créer son entreprise et que, Oui. regardez Made.com ou Ikea, c'est peut-être commencé avec un menuisier, en fait. Ouais. 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 Alors en fait voilà, il y a pas il y a vraiment pas de entre guillemets sous-métier et ça dépend Mhm. en fait comment on l'appréhende et quel est le mindset qu'on va Voilà. avoir derrière. Oui. Agriculteur peut tellement innover dans tout ça aujourd'hui. Donc je dirais première option c'est soit l'enfant il sait quoi faire et l'encourager là-dedans et après avec ses soft skills il pourra soit se recréer un nouveau métier là-dedans, soit carrément changer le monde de ce métier-là. Mhm. Là, s'il ne sait pas trop, il va prendre une voie qui le ferait kiffer, avec le plus d'options, Et plus et d'options. dans le processus, développer le maximum de ressources possibles pour pouvoir s'adapter et changer si besoin. D'accord. Ok. Bon, ça tombe bien. Mon fils veut faire agriculteur, donc je voudrais tout ça à chaque fois qu'il me dira Franchement, ça. si je devais refaire mon parcours professionnel, je serais parti là-dedans, parce qu'il y a tellement, c'est vraiment la voie où on aura toujours besoin de manger. Il y a tellement d'innovations Oui, possibles à oui, on le faire. Donc, voit aujourd'hui. Ouais. mais ouais. Oui, oui, c'est sûr. Bon, ça me voilà, quand on aborde les choses comme ça, c'est vrai il y a plus de sérénité. Et juste pour terminer, et ce sera ma dernière question sur les apprentissages. Alors, j'ai repéré deux difficultés principales chez les apprenants que j'accompagne. Il y a le problème de la concentration parce qu'on est submergé d'infos. J'ai par exemple l'exemple d'une personne qui s'est inscrite à plein de formations. Et, voilà. Et qui me dit, ben voilà, j'ai plein de formations, mais je sais pas par quoi commencer. Je survole. Donc du coup, je fais rien. Voilà, je Mhm. procrastine, j'arrive pas à me fixer, à avancer, quoi. Et j'ai beaucoup de personnes dans ce cas-là. Est-ce que tu aurais une bonne pratique ou un conseil à donner à ces personnes-là? Bah, en fait, pour moi, il y a deux axes dans la concentration. Il y a la concentration sur le long terme. Donc, par exemple, est-ce que j'arrive à être focus sur un seul truc? Et la concentration à court terme. C'est tout de suite là, moi, est-ce que j'arrive à rentrer dans le sujet, à garder ma concentration pendant 20 minutes, une heure, par exemple. Ouais. Donc, pour la concentration à court terme, là, pour moi, c'est un entraînement, en fait. C'est une vraie Ouais. capacité que l'on peut développer en s'entraînant. Et on voit les sportifs de haut niveau, ils font des entraînements pour ça. Donc, quel type d'entraînement? Ça peut être, par exemple, des techniques de pleine conscience. Par exemple, rester Mhm. assis immobile et se concentrer sur la respiration par le nez en essayant de savoir quelle est la narine la plus ouverte. Par exemple, on peut tester là tout de suite. Ferme les yeux, t'assois bien droit Ouais. et tu respires uniquement par le nez et tu essaies de comprendre, de voir quelle est la narine la plus ouverte, là où il y a le plus d'air qui rentre. Ah ouais, c'est la gauche. Ouais, pour moi, c'est à droite. Et tu feras ça ce soir, C'est ça sera pas la même chose. Ah ouais, ça change. Ouais. Et du coup, l'idée, ça va être, par exemple, pour cet exercice-là, de le faire, par exemple, 2-3 fois par jour pendant environ 2-3 minutes. Et ça, c'est un Oui, vrai entraînement de concentration. d'accord. Donc, il y a des astuces comme ça pour s'entraîner à être plus concentré. Et une autre Mhm. pratique que moi j'utilise beaucoup, et notamment avec les personnes que j'accompagne sur mon site, c'est Mhm. le Pomodoro. Donc, on fait des sessions Ouais, de ah oui, Pomodoro collectif. Donc, Pomodoro, ouais, c'est ça c'est quoi? intéressant. C'est un système où on a 25 minutes de concentration intense sur une seule tâche, travailler en Ouais. mode monotâche, parce que un des Mhm. problèmes de la concentration, c'est le multitâche. Ça Ouais. tue toute forme de concentration.
Donc, s'entraîner, rééduquer son cerveau. Oui. La citature, rééduquer son cerveau à travailler sur une seule tâche à la fois. Ouais. Et ça, pour moi, le Pomodoro, ça aide parce qu'on crée une espèce de tension temporelle qui force la concentration sur 25 minutes. Et après, avec des phases de récupération de 5 minutes entre-temps. Donc, 25 minutes, concentration intense, 5 minutes récupération. Donc, de préférence, le faire en mouvement et d'alterner comme ça. Donc, le Pomodoro, ça marche super bien pour ça, pour la concentration à court terme. Ouais. En ce qui concerne la concentration. Ouais, pardon, vas-y. Oui, non. Oui, puis ce qui est intéressant dans le Pomodoro, c'est qu'on a un objectif précis. On ne se disperse pas sur d'autres choses. On s'est fixé quelque chose de très précis, en fait. Ouais. Oui, et en fait, on entraîne son cerveau à ça, à se fixer des objectifs précis. Et c'est ça qui aide aussi la concentration. Ouais. Et justement, ça fait le point avec la concentration à long terme. C'est qu'un des problèmes de la concentration à long terme, c'est justement, c'est l'objectif. Si j'ai un objectif pas clair, en disant, je suis passionné par l'apprentissage, mon objectif, c'est d'apprendre. Oui. Le cerveau, il fait, je vais où? C'est comme si j'ouvre Google Maps et je dis, emmène-moi quelque part. Oui. Il va bugger. Non, le GPS a besoin d'une destination, en fait, pour pouvoir mettre les choses en place. Le cerveau, c'est pareil. C'est, OK, j'ai reçu une formation, mais pour quel objectif? Et par exemple, ça peut être de se fixer des objectifs. Par exemple, moi, j'aime bien les objectifs trimestriels. Donc, j'aime bien fonctionner sur des sessions de 3 mois. OK, pendant 3 mois, eh bien, mon objectif, c'est de me former sur les soft skills, par exemple. Donc, en 3 mois, eh bien, je vais me focaliser que sur ça. Donc, j'ai trouvé une formation sur les soft skills, un livre sur les soft skills, et je vais appliquer ça sur 3 mois. Et si on a envie de faire plusieurs choses, plutôt que de dire, OK, sur l'année, je vais faire quatre trucs différents, c'est de découper l'année en 4 sessions. Comme ça, du coup, je fais une première session là-dessus, une deuxième session là-dessus, etc. Et ça va être beaucoup plus simple pour le cerveau plutôt que de faire 4 choses à la fois. 4 formations à la fois, par exemple. Voilà. D'accord. Bon, effectivement, c'est un très très bon conseil parce que voilà, pour l'avoir vécu, plusieurs formations. Là, je me concentre sur la formation façon d'apprendre et pas autre chose. Ouais. Et ça marche mieux. Et ça marche beaucoup mieux. Et j'avance vraiment, concrètement. Mais je crois qu'on a déjà fait un grand tour. Enfin, c'est déjà énorme là ce que tu nous as apporté. Enfin, il y a de quoi faire, je pense. Juste pour conclure, alors, plusieurs choses. Donc, il y a une question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. C'est est-ce qu'aujourd'hui, Jérôme, il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris et que tu aimerais apprendre ou que tu prévois d'apprendre? Ah, c'est une bonne question, ça. Il y a plein de choses. Il y a des choses que j'ai envie d'apprendre, des choses que j'ai envie de réapprendre. Par exemple, des choses que j'ai envie de réapprendre, c'est le japonais. Donc, du coup, par exemple, j'aime bien me fixer des défis de langue. Donc, par exemple, j'ai vécu au Japon il y a maintenant 11 ans. Du coup, j'ai perdu mon japonais et justement, un petit défi que j'ai, c'est de prévoir un voyage au Japon avec ma femme dans 1 an. Et il me dit, voilà, c'est l'opportunité d'apprendre le japonais. De réapprendre, d'apprendre. Donc, ça, voilà, et sinon, et voilà, l'idée, c'est un défi et du coup, une stratégie pour y arriver. Parce que comme ça, je fonctionne, c'est toujours un objectif, une stratégie, et du coup, l'apprentissage rentre là-dedans, en fait. D'accord. Après, c'est pas mal de défis physiques, comme par exemple, là, j'aime bien donner des défis, le poirier, par exemple, après, ça peut être le foot, voilà, des trucs comme ça. D'accord. Bon, du coup, il y a encore de quoi faire. Ah ouais, c'est infini. C'est infini. Mais comme tu dis, voilà, se fixer un défi à la fois parce que sinon, on n'avance pas, en fait. Et dis-moi, Jérôme, alors si, par exemple, j'ai envie d'aller me former avec toi aux soft skills, où est-ce que je vais et comment se présente ce programme soft skills, du coup? Oui, alors ça va être sur jérôme-waro.com. Donc ça, c'est je mettrai vraiment le lien, Ouais, donc c'est mon site dédié aux soft skills. Et après, j'ai créé un programme qui s'appelle le programme Soft Skills 2.0, dans lequel je m'amuse à faire plusieurs choses. Parce que pour moi, il y a aussi la dimension inspiration
Et comme tu as compris, moi j'aime bien avoir des options en fait, des possibilités. Et pour moi, les soft skills, c'est ça. C'est j'ai un problème et j'ai plusieurs manières de l'appréhender. Et surtout, je développe ma boîte à outils. Donc j'ai plein d'outils différents pour pouvoir du coup répondre aux problèmes. Et du coup, pour cela, sur mon programme, je vais m'amuser à modéliser des personnes inspirantes. Donc, je prends une personne et je vais l'étudier pendant 1 mois, lire tous ses livres, les documentaires, les livres de ses mentors. Donc là, par exemple, justement, à midi, je fais un cours sur lui, Michael Phelps. Donc, j'ai lu ses bouquins. Là, je suis en train de terminer le bouquin de son coach. Et du coup, je prends une personne et je vais la décortiquer avec le prisme des soft skills. En disant, voilà, les 10 soft skills qui m'inspirent. Donc, il y a ça dedans. Donc, pour moi, c'est une manière de compléter sa boîte à outils. Donc, moi, ma recommandation aussi pour les personnes, c'est cultivez-vous, lisez beaucoup, inspirez-vous pour remplir votre boîte à outils, en fait, pour avoir plus d'outils possibles pour pouvoir faire face à des problèmes. Et ensuite, j'ai mis en place aussi un système de Pomodoro collectif. Donc, toutes les semaines, on se prend 1h30 pour faire une session de Pomodoro tous ensemble. Donc, ça permet non seulement d'être plus efficace, mais surtout d'entraîner notre cerveau à être plus focus, à clarifier des objectifs, à être plus concentré. Et je fais aussi la préparation mentale. Donc, ça travaille la visualisation. Et après, on fait aussi tous les lundis matins une session de rendez-vous hebdomadaire dans lequel on va clarifier les 3 priorités de la semaine et on va mettre en place un système d'autodidaxie où tous les lundis matins, on se pose 3 questions. Qu'est-ce qui a fonctionné la semaine dernière? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce que je teste de nouveau cette semaine? Et du coup, s'entraîner toutes les semaines à faire ça pour développer des compétences. Et tout ça, c'est sur mon programme de Soft Skills 2.0 sur jérôme-waro.com. Ok, là du coup on sait tout pour pouvoir finalement devenir la meilleure version de nous-mêmes, sachant qu'on est unique grâce à ces soft skills. Et moi ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on a échangé, c'est que ça donne de vraies pistes quand même aux personnes pour arriver finalement à trouver leur place. Parce que c'est ça, hein, on essaie de se construire un parcours sur mesure pour trouver notre place. Écoute Jérôme, je crois qu'on a tenu le timing, ça fait à peu près 1 heure. Je te remercie parce que, encore une fois, ce que j'ai apprécié, c'était très concret. T'hésites pas à partager vraiment des astuces que toi, tu as déjà testées. C'est ça que je trouvais intéressant, que tu as testé. Voilà, je sais pas si tu auras un dernier mot à dire avant qu'on conclue tout ça. Déjà, merci. Merci à toi, Johanna, de m'avoir invité. Pour moi, chaque fois, comme c'est ma passion, du coup, moi, c'est toujours un plaisir de partager tout ça. Ça m'énergise, voilà. J'aime bien poser cette question-là chaque fois avant que je démarre un coaching ou un webinaire. C'est sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu te sens bien. Et du coup, la personne, au lieu de dire juste comment ça va avec politesse, c'est vraiment comment tu te sens. Tu es plutôt un 6 sur 10, un 8 sur 10. Et par exemple, moi, à chaque fois que j'ai l'opportunité de pouvoir partager, je sais que j'augmente toujours de 1 ou 2 points ma note. Donc, merci pour ça. Et sinon, ce que je dirais, c'est vraiment complétez votre boîte à outils, soyez curieux, inspirez-vous et saisissez chaque opportunité d'apprentissage. Moi, c'est vrai que je modélise des personnes inspirantes, mais en fait, pas que. Je modélise tout le monde. J'observe n'importe qui, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait d'inspirant, qu'est-ce qui est surprenant, pour que j'expérimente et voir si ça marche pour moi. Donc, soyez vraiment curieux de tout le monde, des enfants, des vieux, des jeunes. Voilà. Tout le monde est un livre qui nous permet d'apprendre. Écoute, merci beaucoup pour toute cette inspiration, Jérôme. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Alors voilà ce que je retiens de ce long échange avec Jérôme. 1. Quand je fais une erreur ou que je rencontre un obstacle dans ma vie, je me dis « Chouette, voilà une belle occasion d'apprendre et de développer mes soft skills ». C'est valable dans toutes les situations de la vie. Une même soft skills pourra être valorisée à la maison, dans mes loisirs et au boulot. Alors n'hésitons pas à valoriser ces compétences auprès des employeurs. 2. Dans un monde où l'imprévu et le changement sont la norme, je décide de ne pas me laisser submerger par cette vague. Je surfe en musclant mes soft skills
adaptation, créativité et communication avec les autres. Et surtout, j'apprends à mes enfants à faire la même chose. Et en 3, finalement, pour mieux apprendre, je muscle une soft skill délaissée à l'ère du digital, la concentration. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai bien aimé l'exercice de respiration consciente et je pratique chaque jour la technique du Pomodoro pour ne pas me disperser dans la multitâche. À bientôt dans les prochains épisodes de ce podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur Learneuse, vous pouvez aller visiter le blog et la chaîne YouTube. À très bientôt!